En France, plus de 10% des couples sont confrontés à une infertilité. Et chaque année, plus de 25 000 enfants naissent par PMA, procréation médicalement assistée. Voilà plus de 10 ans que j'accompagne des femmes et des hommes dans ces longs parcours. 10 ans que je m'intéresse à cet univers de la PMA, où se tutoient le médical et le psychologique, l'éthique et les avancées technologiques, le couple et les réflexions de société, la science et les croyances, la raison et les sentiments. De toutes ces années à travailler auprès des équipes médicales, à accompagner mes patients, j'ai eu envie de faire un podcast. Je suis Rachel Trèves, je suis psychologue et vous écoutez Parcours. Avant de rencontrer Alicia dans le cadre de son travail à 23 ans, Célia ne pensait pas faire sa vie avec une femme. Mais c'est le coup de foudre et très vite, elles s'installent ensemble. Désirant être mère depuis toujours, Célia en parle à Alicia. Celle-ci est d'accord, mais veut prendre le temps de stabiliser leur couple. Et c'est après leur mariage que les deux femmes vont lancer leur projet de PMA. Le projet d'avoir un enfant, on l'a évoqué très très rapidement. Dès mes 25 ans, je commence à en parler et je me souviens, c'était en 2012-2013, il y avait les débats autour de la loi sur le mariage pour tous qui commençaient à émerger et je me souviens que j'ai parlé d'avoir des enfants à ce moment-là. C'est quelque chose qui était vraiment viscéral, quoi. Je sentais dans mon corps que j'avais vraiment envie de porter et d'avoir des enfants, donc on en a parlé à ce moment-là. La décision de qui va porter les enfants, je sais pas, elle s'est faite très naturellement. On n'en a pas spécialement parlé au préalable, c'était juste évident que j'allais porter au moins le premier enfant. C'était évident pour moi et c'était évident pour Alicia aussi. Elle avait vraiment le désir d'être mère, mais absolument pas le désir de porter un enfant. À l'époque, la PMA n'est pas autorisée pour les couples de lesbiennes. Après de longues recherches, elles choisissent les Pays-Bas, car c'est un pays où les donneurs ne sont pas anonymes, ce qui est important pour Alicia et Célia. Après avoir trouvé le MCK Fertility Center, le parcours est enfin lancé. Mais tout ne se fait pas à l'étranger, et elles doivent être aussi suivies en France. Dans un premier temps, la situation se révèle fort angoissante pour les futures mères. Les premières appréhensions que j'ai eues, ça a été rapidement la question du parcours médical en France. Je me suis sentie très très démunie pour trouver une gynécologue qui soit d'accord pour me faire des ordonnances. Je me suis sentie très démunie pour trouver des professionnels de santé. J'avais vraiment vraiment cette impression d'être hors la loi et que par exemple si j'allais aller faire une échographie, qu'on allait me demander pourquoi et je me sentais vraiment comme si on allait me prendre la main dans le sac et j'étais pas à l'aise du tout. Surtout pour le premier parcours pour ma fille, j'osais pas dire que j'étais en parcours PMA à l'étranger. J'avais l'impression qu'il y avait pas d'écoute possible, que j'allais peut-être mettre mal à l'aise le professionnel de santé en face en le prenant un peu comme un traître. C'est venu aussi du fait, je pense que j'ai pas réussi à m'entourer de professionnels de santé stables pour ce parcours-là. À chaque fois, je devais changer de cabinet d'échographie. La gynécologue qui avait fait les ordonnances, elle était très loin de mon domicile, donc je pouvais pas retourner la voir du tout régulièrement. Enfin, j'y suis d'ailleurs jamais retournée. Et du coup, cette multiplicité comme ça des professionnels de santé, et je me sentais pas du tout en confiance. En fait, même parfois pour certains, j'avais l'impression qu'en leur disant, ils allaient pas vouloir me faire l'examen. En tout cas, j'étais pas à l'aise du tout. Valérie Blanchet, sage-femme à l'hôpital Cochin. Je pense qu'il faut préparer nos équipes, puisque ça devrait arriver dans les mois qui viennent, à accueillir ces patientes, puisque je pense qu'il faut en parler dès maintenant et c'est important de les informer. C'est les infirmières, les aides-soignantes, les secrétaires qui vont prendre les rendez-vous et s'occuper des patientes. C'est pas possible en France pour le moment. C'est pas quelque chose de tabou, mais c'est quelque chose qu'il va falloir faire comprendre et faire accepter à l'équipe. Et ça, il faut préparer l'équipe à ça. Le couple finit par trouver les bons professionnels pour être suivi en France. Après quelques allers-retours aux Pays-Bas et avoir trouvé un donneur, Célia tente sa première insémination. C'est au bout de la 3e qu'elle tombe enceinte de sa fille. 3 ans plus tard, elle se lance dans un nouveau projet d'enfant et après 2 inséminations,
elles accueillent un petit garçon. 2 grossesses qui se passent mieux qu'elles ne l'auraient imaginé. Comme la PMA n'était pas ouverte et l'est toujours pas en France pour les couples homosexuels et qu'on n'en parlait pas, j'avais vraiment l'impression de faire quelque chose qui n'était pas autorisé. Et en fait, à partir du moment où j'ai été enceinte, ça c'est tout à fait autorisé d'être enceinte par quelconque moyen que ce soit. Et du coup, là, j'ai plus de problème à me sentir entre guillemets en faute. Enfin, là, on a pu avoir un parcours sur les 2 grossesses vraiment à 2 et sans avoir rien besoin de cacher, quoi. À partir du moment où je suis rentrée dans cette impression de ne plus être hors la loi, là, du coup, il y a vraiment eu aucun problème pour pouvoir en parler aux professionnels de santé autour de nous, la gynéco, les sages-femmes, l'hôpital, enfin tous ceux qui organisaient le suivi de la grossesse. Après, il y avait plus aucun problème. Enfin, on venait à 2 aux échographies. Le sujet de l'homoparentalité m'a plus posé de questions, donc je pense que c'était vraiment lié à cet aspect PMA. Lors du parcours, Alicia, la mère sociale, c'est-à-dire celle qui ne porte pas l'enfant, a su trouver sa place. Une place qu'a su lui accorder l'équipe médicale française. Comme de nombreuses mères dites sociales, elle s'est beaucoup impliquée tout au long de ces 2 grossesses. Pour les couples de femmes que je peux suivre, prises en charge à l'étranger, la conjointe, celle qui ne va pas porter, est souvent très très impliquée. Michael Greenberg, gynécologue, chef de service de médecine de la reproduction à l'hôpital Antoine Béclair. Et c'est assez étonnant de voir que souvent celle qui répond au téléphone, qui répond aux mails, qui appelle, c'est pas celle qui va porter la grossesse. On a l'impression que le rôle justement de soutien et d'accompagnant, elle joue pleinement son rôle. Finalement, cette conjointe joue finalement ce rôle. Ne pas vivre la grossesse dans ma chair, on va dire ça comme ça. Et j'ai trouvé ça génial, en fait. De pas vivre ma maternité comme plein de femmes la vivent. Non pas qu'il y en ait une qui soit meilleure que l'autre, mais de dire, tiens, je réinvente ma maternité, je suis en train de créer quelque chose pour moi-même, qui posait plein de questions de façon très évidente, mais tiens, comment le lien va se créer avec un enfant que j'ai pas porté, comment est-ce que je vais pouvoir faire ma place, enfin voilà, il peut y avoir plein de questions comme ça, même si pour le coup, c'était pas forcément des inquiétudes réelles, mais en tout cas, elles pouvaient se poser. Mais moi, je trouvais ça très chouette d'être en parallèle et de pouvoir accompagner cette période-là et de pas la vivre moi personnellement, mais encore une fois, j'avais pas de velléité particulière. Pour Tatiana, que vous venez d'entendre, et qui est la maman d'une petite fille de 8 ans, le choix d'être le parent social s'est imposé de lui-même. Avec sa femme, Claire, elles ont suivi un parcours PMA en Belgique après 4 ans de relation. Si Tatiana et Alicia ont pu, chacune dans leur couple, se positionner en tant que mère sociale officielle, c'est grâce au mariage pour tous, voté en 2013. Ce dont il s'agissait ici, c'était de donner un statut à cette personne. Séverine Mathieu, sociologue, directrice d'études à l'école pratique des hautes études. Parce qu'il faut savoir aussi que, par exemple, les enfants qui sont élevés dans des familles homoparentales, alors maintenant, ils peuvent adopter l'enfant du conjoint. Jusqu'alors, ils n'avaient aucun droit. Et donc, avec des choses tout à fait déchirantes, c'est-à-dire que des enfants qui avaient été élevés par 2 femmes, lorsque les 2 femmes se séparaient, eh bien, celle qui n'avait pas porté l'enfant n'avait en tous les cas plus aucun droit sur cet enfant. Donc, ça veut dire pas de relation, pas de droit de garde, pas de... Voilà. Et quand la séparation est conflictuelle, ça veut dire que aussi bien pour le conjoint, la conjointe, que pour l'enfant, ça occasionne des pertes, quoi, et des douleurs. Parce qu'au final, entre le moment où je me suis dit... Tout ce temps-là, il a été très bien investi aussi, alors dans des difficultés, mais aussi dans des discussions très constructives sur qu'est-ce que c'est être parent pour nous, comment on imagine nos places. En fait, je me souviens par exemple que une des questions qu'on s'est beaucoup posées, c'est pourquoi est-ce que visiblement la société autour de nous dit que 2 mamans c'est problématique ? Qu'est-ce qui ferait qu'être 2 mamans, c'est problématique pour l'enfant ? Du coup, qu'est-ce qu'être papa ? Qu'est-ce qu'être maman ? Qu'est-ce qu'on met dans l'image être papa et être maman ? Donc, par exemple, nous, on s'est rendu compte, nos réponses qui ont fait sens pour nous, c'était de se rendre compte, ah bah oui, mais parce que dans le père, on va mettre l'image de l'autorité, du cadre, etc. Dans la mère et le jeu, et puis la mère...
être là pour faire des câlins. Et en fait, on s'est rendu compte que ça n'a rien à voir, nous, à notre sens, avec une question de sexe, d'être homme ou femme, mais que c'est complètement une question de personnalité. Et du coup, on s'est aussi beaucoup interrogé sur les choses qu'on dit comme ça un petit peu par automatisme et pour se dire, ben, du coup, ces différents éléments qui sont importants pour, le développement d'un enfant, est-ce qu'ils sont là au sein de notre couple? Et après, peu importe comment ils se distribuent entre hommes et femmes ou entre 2 femmes, tant qu'ils sont là. Le paternel et le maternel, ça signifie plus grand-chose. Serge Effez, psychiatre, responsable de l'unité de thérapie familiale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il y a des fonctions parentales qu'on s'échange à égalité. Certains jours, ça va être l'une, certains jours, ça va être l'autre. Mais souvent, celle qui est le plus maternelle, au sens un peu habituel de ce terme-là, c'est plutôt celle qui n'a pas enfanté que celle qui a enfanté. Mais au fond, les couples homosexuels reproduisent des éléments qui traversent l'ensemble des couples. Aujourd'hui, le recours à une PMA, par exemple, qui peut concerner tous les couples et évidemment encore plus les couples homosexuels, la façon d'établir la filiation quand on n'est pas le géniteur d'un enfant, ce qui se pose dans beaucoup de couples. Donc, évidemment, ça remet encore plus en lumière ce qu'est réellement la parenté, c'est-à-dire l'engagement de parents vis-à-vis d'enfants, et que c'est cet engagement qui est beaucoup plus important que les questions charnelles, enfin que les questions procréatives, que les questions génétiques. Et aujourd'hui, la plupart des couples, évidemment, sont du côté de cet engagement. C'est-à-dire que de plus en plus dans nos représentations de qu'est-ce que c'est qu'un parent aujourd'hui, c'est pas tant celui qui procrée, celui qui met au monde, que celui qui prend la décision de s'engager vis-à-vis d'un enfant et d'établir une filiation par rapport à lui. Ça serait difficile pour moi de donner une définition de qu'est-ce qu'être père, qu'est-ce qu'être mère. Séverine Mathieu. Je dirais plutôt qu'est-ce qu'être parent. C'est prendre soin de son enfant, l'élever, lui transmettre des valeurs, s'amuser avec lui, lui faire découvrir des choses, l'aimer. L'aimer beaucoup, l'aimer d'ailleurs en premier. Ça peut être 2 femmes qui vont élever un enfant, une femme toute seule. Ça peut être aussi 2 hommes qui vont élever un enfant tout seul. Comment ça se passe dans les couples de femmes qui ont des enfants? Est-ce que on entend souvent effectivement qu'il y en a une qui a un rôle plus de père et l'autre plus de la mère. Voilà. Et là aussi, je me demande si ce faisant, il n'est pas question de stéréotype. Enfin, il se trouve que j'ai pu observer des couples de femmes qui élèvent ensemble des enfants, à la fois dans mon entourage et puis voilà. Et qu'en fait, je ne l'aperçois pas, moi, cette division. Je vois 2 mères. Je ne dirais pas qu'il y en a une qui a une fonction paternelle avec dire l'autorité, l'emmener au parc, tandis que l'autre va faire la cuisine, va être maternante, va jouer avec lui. En fait, pour moi, c'est la question de comment on fait famille. Soit on accorde une importance à la génétique, et donc on ne se sent parent que si on partage les mêmes gènes. Aujourd'hui, c'est absolument pas la conception de notre société. Donc à partir du moment où on est d'accord que ce qui compte plus que tout, c'est le projet parental, c'est le fait de vouloir devenir parent, tout comme quand on est dans une démarche d'adoption d'un enfant pupille de l'État ou autre. Si on est d'accord sur ce principe-là, il n'y a pas de notion de mariage, il y a une notion de qui veut être parent, entre guillemets. Et la filiation, elle s'établit sur ça aujourd'hui. Je suis plutôt hyper contente de voir que ça dépasse tout ça. La maternité, le lien de filiation, l'amour qu'il peut y avoir dans une famille dépasse la génétique. Le fait de ne pas avoir porté Éléonore et de rien avoir de génétique en lien avec elle, alors je ne vais pas dire que c'est pas forcément une chance, mais en tout cas, c'est plein de surprises. Il n'y a aucune explication logique au fait que mes boyaux se tordent quand il lui arrive un truc, et pourtant, c'est physiologique, quoi. C'est-à-dire qu'il lui arrive un truc, c'est « mon Dieu ». Mais le regard des autres n'est pas toujours aussi bienveillant. Si le personnel de la crèche de la fille de Tatiana les a accueillis comme n'importe quelle famille, Célia, elle, a dû affronter le regard des autres. Il y a quand même eu une difficulté, je me souviens, c'est quand on a cherché une assistante maternelle pour ma fille. Ça a été assez compliqué. On a rencontré plusieurs assistantes maternelles. En fait, du coup, on vient à leur domicile pour un entretien. Et là, la stupeur pour certaines de découvrir qu'on est 2 femmes avec un enfant.
Alors, il y a celles qui ont l'air de pas comprendre qu'on est ensemble, même si on le dit, et qui pensent qu'on est amis ou cousines et qu'on vient à deux. Enfin, ça a l'air d'être complètement en dehors du champ des possibles pour elles. Donc, on le dit et c'est pas intégré. Des personnes qui le comprennent et qui... Il y en a une qui a écourté l'entretien, ça a duré 5 minutes 30 et on a été priés de partir. Donc, c'est un moment très, très, très désagréable. Je pense un des seuls moments où je me suis sentie pas très bien d'assumer d'être en couple avec une femme et d'avoir un enfant ensemble. Le regard de la société sur le mot parentalité, il a évolué, toutes choses égales par ailleurs. Séverine Mathieu. Je pense qu'il a évolué beaucoup dans les milieux sociaux favorisés, que même à l'intérieur des milieux sociaux favorisés, pour peu qu'ils soient par exemple catholiques conservateurs, c'est très, ça reste quelque chose de très stigmatisé, de très décrié. Cette loi de 2013 qui ouvre le mariage aux couples homosexuels, elle a vu fleurir dans des familles qui ne s'y attendaient pas aussi des mariages homosexuels, et tout d'un coup ça a été l'occasion aussi pour certaines façons familles de découvrir que dans leur famille leur fils, leur fille étaient homosexuels, qu'ils allaient se marier, puis que la terre n'allait pas exploser pour ça, quoi, et que la terre, en tout cas leur famille n'allait pas exploser pour ça. Regard des autres, nouvelle définition de la famille, couple homosexuel ou hétérosexuel, légalité ou illégalité, toutes ces notions n'ont pas perturbé les enfants de Célia et Alicia et de Tatiana et Claire. Pour eux, c'est plus facile. Leurs parents, ce sont simplement celles qui les aiment et qui les élèvent. Donc nous, au niveau des noms, on a choisi de se faire appeler toutes les deux maman et d'avoir un surnom pour nous différencier. Du coup, nos enfants, ils nous appellent indifféremment l'une l'autre maman ou par ce surnom quand ils ont besoin de nous différencier, ou même spontanément, ça peut être soit le surnom, soit maman. Il n'y a pas de différence. Éléonore nous appelle Maman Claire et Maman Ta. Ça, c'est quand on est tous les deux là, mais sinon, c'est toutes les deux mamans. Et souvent, à l'intonation du maman, on sait à laquelle elle parle. Vous venez d'écouter Parcours, un podcast de Rachel Trèves, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Sarah Koskiewicz, Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez, Victor Benamou et Vincent Pellegrino. La musique a été composée par Diane Frances.